Ce jour-là, en fermant la porte de la ferme pour la dernière fois, elle n'avait plus que 30 € en poche et aucun toit pour la nuit qui venait. Son chien patientait sur le perron, couché contre la pierre froide. Il s'est redressé sans un bruit à son passage, et il l'a suivi comme s'il avait deviné depuis longtemps que cette journée se terminerait ainsi. Elle a hérité d'un lopin de tourbière oublié, d'une cabane aux trois quarts effondrée, et du silence gêné d'une famille entière qui détournait les yeux en souriant. De la vase et des roseaux, a lâché son demi-frère. Voilà bien tout ce qu'elle mérite. Mais sous les planches de cette masure que personne ne réclamait, son chien a flairé quelque chose qu'elle ne devinait pas encore. Et ce qu'elle a découvert, cette nuit-là, dans le noir, sous ses pieds, a bouleversé le destin de tout un village, pas uniquement le sien. Si vous avez déjà connu cette force de vous redresser alors que rien ne vous y contraignait, cette histoire vous est destinée. Regardez-la jusqu'au bout, abonnez-vous et confiez-moi en commentaire. Quel est ce bien que personne n'est jamais parvenu à vous confisquer? Agathe avait 7 ans quand elle apprit à reconnaître, rien qu'à l'odeur, le moment exact où le lait devenait fromage. Elle se tenait sur un tabouret de bois à côté de son père, dans la fromagerie familiale, et elle plongeait les mains dans le petit lait tiède sans jamais avoir peur de se salir. Étienne Corrigan riait souvent de la voir si sérieuse, si concentrée, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Il disait qu'elle avait la terre dans les doigts, comme lui, comme son propre père avant lui. Sa mère était morte trop tôt, quand Agathe avait 4 ans, et le souvenir qu'elle en gardait tenait dans une odeur de lavande et dans une voix douce qu'elle n'arrivait plus vraiment à entendre. Alors la ferme, les vaches, le fromage, et surtout Étienne, étaient devenus tout son monde. Étienne lui parlait souvent de sa propre mère, une femme partie vivre loin, dans une région qu'il n'aimait pas nommer, avec qui il avait rompu tout contact bien avant la naissance d'Agathe. Il n'en disait jamais beaucoup, seulement que certaines blessures familiales, disait-il, mettent parfois toute une vie à se refermer, et que mieux valait, pour l'instant, laisser cette histoire tranquille. Agathe, enfant, n'insistait pas. Elle avait son père, elle avait la ferme, elle avait les vaches dont elle connaissait chaque nom, chaque caractère, et cela lui suffisait amplement. Les soirs d'hiver, quand le travail était terminé et que la fromagerie sentait le petit lait et le feu de bois, Étienne s'asseyait avec elle près de la cheminée et lui racontait comment son propre père lui avait tout appris, comment on reconnaît une bonne terre à sa couleur, à son odeur après la pluie, comment on sent, sous la paume, si une vache est malade avant même qu'elle ne montre le moindre signe. Agathe buvait ses paroles comme d'autres enfants boivent des contes de fées. Pour elle, il n'y avait rien de plus fascinant au monde que ce savoir transmis de main en main, de génération en génération, un savoir qu'aucun livre, disait son père en riant doucement, ne pourrait jamais vraiment enseigner. Ce monde avait changé le jour où Régine était arrivée. Elle était entrée dans la maison avec des valises élégantes et un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Au début, Agathe avait 10 ans, et elle avait voulu croire que cette femme pourrait, peut-être, remplacer un peu ce qui manquait. Mais les années avaient apporté autre chose. Des remarques glissées à voix basse, des décisions prises sans elle, une distance qui grandissait entre elle et son père sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Régine avait un fils, Thierry, du même âge qu'Agathe à 2 ans près, et très vite, il fut clair dans la maison que les 2 enfants n'auraient pas la même place. Agathe rêvait de partir étudier l'agronomie, d'apprendre sur les sols et sur l'eau ce que son père savait par instinct, mais avec des mots, avec une science qui lui permettrait peut-être, un jour, de moderniser la ferme familiale. Elle avait 18 ans quand elle en parla pour la première fois à son père, un soir, avec l'enthousiasme timide de qui ose enfin formuler un rêve longtemps tu. Étienne l'avait écoutée avec fierté, avait même promis de l'aider à monter le dossier d'inscription. Mais Régine s'était invitée dans la conversation les jours suivants, avec cette douceur apparente qui cachait toujours chez elle une détermination glaciale. Elle avait rappelé, l'air de rien, combien la ferme peinait déjà à tourner avec 2 paires de bras, combien une année d'absence coûterait cher en aide extérieure, combien il serait dommage, pour une famille qui n'avait jamais eu besoin de diplôme pour prospérer, de risquer l'équilibre fragile de l'exploitation pour une ambition somme toute secondaire. Elle avait su convaincre Étienne doucement, patiemment, soir après soir, qu'une ferme avait besoin de bras et non de diplôme.
Étienne, qui aimait sa fille mais qui n'avait jamais su résister longtemps à sa femme, avait fini par céder, promettant à Agathe que ce ne serait que partie remise, une année, peut-être deux. Cette année de report n'était jamais venue. Agathe était restée. Elle avait appris à se taire, à travailler, à aimer la terre en silence plutôt qu'en mots, refoulant peu à peu ce rêve d'agronomie jusqu'à ce qu'il ne reste plus, tout au fond d'elle, qu'une vague nostalgie qu'elle n'osait plus vraiment regarder en face. Elle avait 27 ans quand son père mourut, un matin d'automne, en soignant une vache malade dans l'étable. Le cœur, avaient dit les médecins, simplement le cœur, épuisé par des années de travail et, Agathe le savait sans le dire, par des années de silence imposé. Le deuil s'abattit sur la ferme comme une chape de brouillard. Agathe pleura son père avec une douleur si profonde qu'elle en oublia, les premiers jours, de s'inquiéter de ce qui viendrait après. Chouin, son chien, un berger qu'elle avait recueilli chiot quelques années plus tôt et baptisé en souvenir des paysans rebelles de la région, ne la quittait pas d'un pas. Il dormait contre son lit, la suivait à l'étable, posait sa tête sur ses genoux quand elle s'asseyait épuisée sur les marches du perron. Il était, en ces jours sombres, la seule présence qui ne lui demandait rien. La lecture du testament eut lieu une semaine plus tard, dans le salon de la ferme, devant un notaire qu'Agathe ne connaissait pas encore, un jeune confrère de l'étude habituelle. Elle s'assit, les mains croisées, persuadée que son père, malgré tout, avait pensé à elle, avait voulu protéger sa part, la ferme qu'elle avait construite avec lui de ses propres mains. Les mots du notaire tombèrent un à un, secs, précis, insupportables. La ferme, les terres, la fromagerie, tout revenait à Régine et à Thierry. Agathe n'héritait de rien. Pas une parcelle, pas un outil, pas un souvenir inscrit sur le papier. Elle chercha le regard de Thierry, assis en face d'elle, mais il baissa les yeux vers ses mains, incapable de soutenir le sien. Il savait. Il n'avait rien dit. Régine, elle, ne baissa pas les yeux. Elle regarda Agathe avec une froideur tranquille, presque satisfaite, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Agathe ne pleura pas devant eux. Elle se leva, remercia le notaire d'une voix qu'elle ne reconnut pas elle-même, et sortit. Elle monta dans sa chambre, rassembla ce qui lui appartenait vraiment, quelques vêtements, une photographie de son père jeune, le canif qu'il lui avait offert pour ses 16 ans. Elle appela Chouan, qui se leva aussitôt, comme s'il avait attendu ce signal depuis le début. Elle ne prit pas la voiture, elle marcha, le chien à ses côtés, sur le chemin qui menait hors de la propriété. Elle se retourna une seule fois. La maison, dans la lumière grise du matin, semblait déjà appartenir à un autre monde, à une autre vie. Elle avait 30 € dans son porte-monnaie et un chien pour toute famille. Elle marchait depuis 1 heure à peine, sans savoir vraiment où elle allait, quand son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne connaissait pas, un indicatif d'une région qu'elle n'aurait pas su situer sur une carte. Elle hésita puis décrocha, la voix encore brisée par les larmes qu'elle refusait de laisser couler. À l'autre bout du fil, un homme se présenta d'une voix posée, presque solennelle. Maître Lucien Fay, notaire. Il avait, dit-il, une affaire urgente à évoquer avec elle. Une affaire concernant un héritage. Agathe s'arrêta net sur le bord de la route. Chouan, sentant son immobilité, vint se coller contre sa jambe. Un héritage. Elle qui venait de tout perdre en une seule matinée. Elle ne savait pas encore que ce coup de téléphone allait la conduire vers une terre qu'elle ne connaissait pas, vers un secret enterré depuis des générations, et vers une deuxième chance qu'elle n'osait même pas imaginer. L'étude de maître Lucien Fay se trouvait dans une petite ville qu'Agathe n'avait jamais visitée, à plusieurs heures de route de la ferme qui n'était déjà plus la sienne. Elle s'y rendit 3 jours plus tard, en bus, avec Chouan couché à ses pieds tout le long du trajet, et une inquiétude sourde qui ne la quittait pas. L'étude notariale sentait le vieux bois et le papier. Des rayonnages chargés de dossiers montaient jusqu'au plafond, et la lumière qui filtrait par les hautes fenêtres donnait à la pièce une atmosphère à la fois solennelle et un peu irréelle. Maître Fay était un homme d'une 60aine d'années, au visage doux et aux gestes mesurés. Il l'accueillit avec une politesse à l'ancienne, la fit asseoir, lui proposa un café qu'elle refusa d'une voix encore tendue.
Il l'observa un instant en silence avant de parler, comme s'il évaluait la femme qu'il avait devant lui, cherchant peut-être, dans son visage fatigué, une ressemblance avec une personne qu'il avait connue. Il lui parla d'abord avec précaution, comme s'il cherchait les mots justes. Il y avait, expliqua-t-il, une femme du nom de sa grand-mère paternelle, une femme dont Agathe savait à peine l'existence. Étienne parlait rarement de sa propre mère, et Agathe avait toujours cru qu'elle était morte depuis longtemps, sans lien véritable avec leur vie. Cette grand-mère venait pourtant de s'éteindre, dans un village dont Agathe n'avait jamais entendu le nom. Et elle avait, dans un testament rédigé des années plus tôt, légué à sa petite-fille unique une parcelle de terre. Agathe fronça les sourcils. Une parcelle de terre. Elle qui venait de perdre une ferme entière n'était pas certaine de vouloir se réjouir d'un lopin oublié. Maître Fay, sentant son hésitation, précisa les choses avec une honnêteté qui la surprit. Le terrain, dit-il, se trouvait dans le Brière, une région marécageuse de Loire-Atlantique, connue pour ses anciennes tourbières. La parcelle en question avait autrefois été exploitée pour la tourbe, mais elle était asséchée, à l'abandon depuis des décennies, jugée par tous, y compris par les services fiscaux, comme sans valeur réelle. Il y avait sur ce terrain une hutte ancienne, une de ces chaumières noires typiques de la région, dans un état que le notaire qualifia, avec un embarras poli, de très dégradé. Agathe resta silencieuse un long moment. Elle pensa à son père, à ce qu'il aurait dit. Elle pensa à Régine et à Thierry, qui avaient hérité de tout ce qui avait de la valeur, tandis qu'à elle revenait un bout de terre que personne ne voulait. Il y avait dans cette pensée une amertume facile, mais aussi, tout au fond, quelque chose d'autre, une curiosité qu'elle n'aurait pas su nommer. Maître Fay, comme s'il avait perçu ce trouble, ajouta d'une voix plus basse, presque confidentielle, qu'il avait rencontré sa grand-mère à plusieurs reprises avant sa mort, et que la vieille femme avait toujours parlé de cette terre avec une étrange gravité, comme si elle recelait davantage qu'il n'y paraissait. Il ne put ou ne voulut pas en dire plus, et conseilla simplement à Agathe d'aller voir par elle-même avant de décider quoi que ce soit. Elle faillit refuser. Elle faillit dire que non. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie de courir après un héritage sans valeur, à l'autre bout du pays, alors qu'elle ne savait même pas où dormir le soir même. Mais en sortant de l'étude, avec les papiers officiels dans son sac et Chouan trottant à ses côtés, elle sentit quelque chose se réveiller en elle, une part d'elle-même qu'elle croyait éteinte depuis la mort de son père. Une envie, ténue mais réelle, de voir de ses propres yeux ce lopin de terre que personne ne voulait, et de décider, elle et elle seule, ce qu'il valait. Elle partit le lendemain, avec 30 € en poche, un sac contenant le peu qu'elle possédait, et Chouan pour seule compagnie. Le voyage vers Landivone, ce village dont elle n'avait jamais entendu parler, marquait le début d'un chapitre de sa vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le car qui menait vers Landivone roulait depuis des heures à travers des paysages qui devenaient peu à peu plus plats, plus humides, striés de canaux d'eau brune bordés de roseaux. Agathe regardait par la fenêtre ce monde inconnu, si différent des collines de son enfance, et sentait grandir en elle une appréhension qu'elle ne parvenait pas à calmer. Chouan, la tête posée sur ses genoux, semblait lui aussi percevoir la tension de l'air. Le village apparut enfin, un ensemble de maisons basses aux toits de chaume noirci, groupées autour d'une place et d'une petite église de pierre grise. L'eau était partout, dans des canaux étroits qui longèrent les rues, dans l'humidité qui montait du sol, dans le silence même, épais et particulier, propre aux terres marécageuses. Agathe descendit du car avec son sac et son chien, et sentit immédiatement les regards. Quelques habitants, assis devant un café, s'étaient tus à son passage. Une femme âgée, sur le pas de sa porte, la suivit des yeux sans un mot, sans un sourire. Ce n'était pas de l'hostilité franche, mais quelque chose de plus ancien, de plus prudent, la méfiance d'une communauté habituée à se refermer sur elle-même face à l'inconnu. Elle s'arrêta un instant devant le petit café de la place, hésitant à entrer pour demander son chemin. À travers la vitre, elle aperçut quelques hommes attablés, un verre de vin devant eux malgré l'heure matinale qui la fixait sans discrétion. L'un d'eux dit quelque chose à voix basse à son voisin, et tous deux se turent en la voyant s'approcher de la porte. Elle renonça, préférant continuer son chemin, plutôt que d'affronter ce silence gêné qu'elle sentait déjà peser sur elle comme une chape.
Elle demanda son chemin à un homme qui réparait un filet de pêche près du canal. Il lui indiqua une direction, en dehors du village, vers un sentier qui longeait la tourbière, sans un mot de plus, avec un regard qui s'attardait un peu trop longtemps sur elle, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle venait faire ici. Agathe le remercia et se mit en marche, chouant devant elle, truffe au vent, comme s'il flairait déjà quelque chose qu'elle ne percevait pas encore. Le sentier serpentait entre les roseaux et les flaques sombres, jusqu'à ce qu'une silhouette se dessine au loin, à demi masquée par des saules penchés. La hutte. Agathe s'arrêta à quelques mètres, le souffle coupé, non par l'émerveillement, mais par un désespoir immédiat et brutal. Ce qu'elle voyait ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé, même en craignant le pire. Le toit de chaume s'était effondré sur un tiers de sa surface, laissant apparaître des poutres noircies et gorgées d'humidité. Les murs, faits de terre et de bois, portaient des lézardes profondes. Une porte pendait sur un seul gond, entr'ouverte sur une obscurité qui sentait la pourriture et la mousse. Elle resta longtemps immobile, les bras ballants, sentant monter en elle une vague de découragement qui menaçait de l'emporter tout entière. Elle avait tout quitté, tout risqué pour cela. Une ruine oubliée au milieu d'un marécage, dans un village qui ne voulait pas d'elle. Chouan, sentant son désarroi, vint frotter sa tête contre sa main, et ce geste simple suffit à la retenir au bord des larmes. Elle inspira profondément l'air lourd et tourbeux, et se dit qu'elle était venue jusqu'ici, qu'elle ne repartirait pas sans avoir au moins passé une nuit sous ce toit, aussi misérable fût-il. La première nuit fut rude. Elle dégagea tant bien que mal un coin sec près de l'âtre, où les pierres, au moins, tenaient encore debout. Elle alluma un petit feu avec du bois qu'elle trouva empilé, à moitié pourri, contre un mur extérieur. Le froid montait du sol de terre battue. L'humidité s'infiltrait dans ses vêtements, et le silence du marécage, ponctué de bruits d'eau et de cris d'oiseaux nocturnes, avait quelque chose d'oppressant pour qui n'y était pas habitué. Elle repensa, allongée sur le sol dur, à la ferme qu'elle venait de quitter, aux chambres chaudes, aux draps propres, à tout ce confort qu'elle avait toujours considéré comme allant de soi. Elle se demanda un instant si elle n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie en venant jusqu'ici, pour une ruine que même les gens du village semblaient considérer avec une méfiance presque craintive. Les larmes lui montèrent aux yeux, silencieuses, qu'elle laissa couler sans bruit pour ne pas s'entendre elle-même pleurer. Puis elle sentit le poids chaud de Chouan se presser davantage contre son dos, et sa respiration lente et régulière finit par l'apaiser peu à peu. Agathe s'endormit tard, épuisée, roulée dans sa veste, Chouan couché contre son dos pour lui tenir chaud. Elle fut réveillée en pleine nuit par le chien. Il s'était levé, raide, les oreilles pointées vers l'âtre, et grattait le sol avec insistance, juste devant les pierres du foyer. Agathe, encore engourdie de sommeil, lui murmura de se calmer, pensant à un rat ou à quelque bestiole du marécage. Chouan continua pourtant, longtemps, avec une détermination qui n'était pas celle d'un simple jeu, avant de finir par se recoucher, sans cesser tout à fait de fixer cet endroit précis du sol. Agathe, trop fatiguée pour s'interroger davantage, se rendormit. Au petit matin, alors que la lumière grise filtrait à travers les trous du toit, elle se leva, courbaturée, et son regard tomba sur l'endroit exact où Chouan avait gratté. Une latte du plancher, juste devant l'âtre, semblait légèrement décelée, comme si le bois avait été soulevé puis reposé, il y a bien longtemps. Elle s'agenouilla, intriguée malgré elle, et glissa les doigts sous le bord de la planche. Elle sentit sous ses ongles une résistance, puis un mouvement, et la latte se souleva d'un coup sec, révélant une cavité sombre creusée dans la terre. Le cœur d'Agathe se mit à battre plus vite. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait trouver, mais elle sut, en cet instant précis, que rien ne serait plus tout à fait pareil. Dans la cavité, enveloppée dans un morceau de toile cirée durci par le temps, elle trouva un carnet. La couverture de cuir était craquelée, rongée par endroits. Mais les pages, à l'intérieur, avaient résisté à l'humidité mieux qu'elle ne l'aurait cru. Agathe s'assit à même le sol froid, Chouan couché contre elle, et ouvrit le carnet avec des gestes précautionneux, comme si elle craignait qu'il ne se désintègre entre ses doigts. L'écriture était fine, penchée, tremblante par endroits, celle d'un homme qui n'avait pas l'habitude d'écrire, mais qui avait tenu, malgré tout, à consigner quelque chose.
Les premières pages parlèrent de choses simples, du travail du tourbier, des saisons de coupe, du prix de la tourbe sur le marché de l'époque. Puis, vers le milieu du carnet, le ton changeait. Les phrases devenaient maintenant plus courtes, plus hésitantes, comme écrites dans la précipitation ou dans le doute. Une ligne en particulier retint l'attention d'Agathe, tracée plus profondément que les autres, comme si la main qui l'avait écrite avait appuyé avec force sur le papier. « Ce qui compte est sous la tourbe noire. Que Dieu me pardonne de l'avoir su et de m'être tue. » Elle relut la phrase plusieurs fois, cherchant dans les pages suivantes un éclaircissement qui ne venait pas. Les dernières pages du carnet, plus courtes encore, plus décousues, semblaient avoir été écrites dans une hâte fébrile. Certaines lignes barrées avec une force qui avait presque déchiré le papier, d'autres si pâles qu'elles en devenaient illisibles. Une page entière, vers la fin, avait été arrachée nette, ne laissant qu'un talon déchiré le long de la reliure, comme si son auteur avait voulu, à un moment donné, effacer quelque chose qu'il regrettait d'avoir écrit. Agathe referma le carnet, le cœur battant. Elle ne comprenait rien à cette phrase, mais elle sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'elle n'était pas une simple rêverie d'homme fatigué. Il y avait dans ces mots une gravité, presque une confession. Elle décida qu'elle devait en parler à quelqu'un du village, quelqu'un qui aurait peut-être connu l'auteur de ces lignes. Elle retourna vers Landivonne en fin de matinée, le carnet serré contre elle, et demanda timidement si quelqu'un pouvait lui parler de l'ancien propriétaire de la hutte du Marais. On lui indiqua, non sans réticence, la maison de Fabien Guérec, le doyen du village, ancien tourbier lui-même, qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Fabien était un homme de plus de 80 ans, au visage buriné par des décennies passées en plein air, aux mains encore noueuses de travail. Il l'accueillit sur le pas de sa porte avec une politesse distante, presque froide, et quand Agathe lui montra le carnet, quelque chose se ferma immédiatement dans son regard. Il reconnut l'écriture, elle le vit à la façon dont ses doigts se crispèrent légèrement sur le montant de la porte, mais il prétendit ne rien savoir, marmonna que c'était de vieilles histoires sans intérêt, et referma presque la porte au nez d'Agathe. Elle ne se découragea pas. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain, sans jamais forcer, s'asseyant simplement sur le banc devant chez lui, attendant patiemment, avec Chouan à ses pieds. Le chien, curieusement, sembla gagner la confiance du vieil homme plus vite que sa maîtresse. Fabien se mit à lui parler, d'abord au chien, puis peu à peu, à elle. Il finit par la laisser entrer, un après-midi, et lui servit un café dans une cuisine sombre encombrée de souvenirs d'une autre époque. Il lui raconta, par bribes, avec des silences longs entre les phrases, l'histoire de la tourbière. Le carnet, lui confia-t-il enfin, appartenait à un homme qu'on avait surnommé le vieux tourbier, un solitaire qui avait vécu seul dans cette hutte pendant des décennies, jusqu'à sa mort, quelques années après la naissance d'Agathe. Il y avait toujours eu dans le village des rumeurs sur cette parcelle, des histoires de bruits étranges, d'objets anciens remontés par les charrues, de silences gênés dès qu'on abordait le sujet. Fabien lui-même, admit-il à contre-cœur, avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose sous cette tourbe, quelque chose que le vieil homme avait découvert et préféré taire. Il se souvenait, disait-il, d'avoir vu, enfant déjà, le vieux tourbier revenir un soir de coupe avec un visage changé, blême, refusant de parler à quiconque pendant plusieurs jours. Certains dans le village avaient prétendu qu'il avait vu quelque chose dans la tourbe, un reflet, une forme, on ne savait trop quoi, et les langues étaient allées bon train pendant tout un hiver avant de se taire à nouveau, comme se taisent de toujours. Avec le temps, les rumeurs s'empreuvent. Fabien lui-même n'avait jamais cru à ces histoires de fantômes du Marais, mais il reconnaissait volontiers qu'il y avait, dans l'attitude du vieil homme après cet épisode, quelque chose qui n'appartenait pas à la simple légende. Agathe demanda pourquoi il fallait, selon lui, se méfier de ce que cachait cette terre. Fabien hésita longuement avant de répondre. Certaines choses, dit-il enfin, mieux valait ne pas les réveiller. La tourbière avait sa propre mémoire, et cette mémoire n'était pas toujours douce. Il accepta pourtant, malgré sa mise en garde, d'aider Agathe à comprendre ce que son ancêtre inconnu avait voulu dire. Il le fit, sentit-elle, moins par curiosité que par une forme de loyauté tardive envers cette terre et envers cette jeune femme qui, comme lui autrefois, semblait porter la tourbe dans le sang.
Les semaines suivantes furent celles d'un apprentissage. Agathe, avec l'aide de Fabien et de quelques bras du village, entreprit de réparer ce qui pouvait l'être dans la hutte. Le toit d'abord, puis les murs, puis un semblant de confort minimal. Le soir, épuisée par le travail physique, elle repensait au savoir que son père lui avait transmis sans qu'elle en ait toujours conscience. Sur la terre, sur l'eau, sur la patience qu'exige tout ce qui pousse ou se transforme lentement. Étienne lui avait appris à sentir la qualité d'un sol entre ses doigts, à comprendre le cycle de l'eau, à respecter le rythme des choses vivantes. Un soir, en observant la boue sombre et grasse de la tourbière qui collait à ses bottes, une idée germa en elle, presque malgré elle. Cette boue, si riche, si particulière, aux propriétés que Fabien lui-même vantait pour avoir soulagé, disait-il, ses douleurs articulaires pendant des années de labeur, pourrait-elle devenir autre chose qu'une simple nuisance? Elle se souvint d'articles lus autrefois sur les boues thermales, sur les soins à base de tourbe utilisés dans certaines stations. Elle regarda ses mains couvertes de cette terre noire, et pour la première fois depuis des mois, sentit naître en elle quelque chose qui ressemblait timidement à de l'espoir. Les premiers essais furent maladroits. Agathe, sans formation particulière en cosmétique, procéda par tâtonnement, filtrant la boue, la testant sur sa propre peau, cherchant la bonne consistance, la bonne façon de la conserver. Elle se brûla une fois en tentant de la stériliser à trop haute température, rata plusieurs préparations qui finissaient par sécher et craquelaient de façon inutilisable. Chouin, fidèle, restait couché près d'elle pendant ces longues soirées d'expérimentation, comme s'il veillait sur son travail autant que sur elle-même. Elle passa des soirées entières à observer les différentes couches de tourbe qu'elle prélevait à des profondeurs variées, notant sur un cahier d'écolier acheté à l'épicerie du village la texture, l'odeur, la couleur de chacune, cherchant par tâtonnement laquelle conviendrait le mieux à un usage sur la peau. Elle se rappela un jour un geste de son père qui frottait toujours un peu de terre entre ses doigts avant de la sentir, pour juger de sa richesse, et elle refit ce geste, machinalement, presque comme une prière silencieuse adressée à sa mémoire. Fabien, d'abord sceptique, finit par s'intéresser à l'entreprise, apportant son expérience du terrain, ses connaissances sur les différentes couches de tourbe et leurs propriétés. Un voisin, touché par la persévérance d'Agathe, lui prêta un vieil alambic qui pouvait servir à purifier certains extraits. Peu à peu, la petite hutte du marais devint un atelier improvisé, où l'odeur de terre humide se mêlait à celle d'huiles essentielles achetées avec les derniers sous d'Agathe. Les premiers clients furent des curieux du village, venus par simple désir de voir ce que faisait cette jeune femme arrivée de nulle part. Une pommade pour les articulations, un masque de boue purifiante, un savon parfumé aux herbes du marais. Les petits pots artisanaux commencèrent à circuler de main en main, accompagnés de sourires prudents mais sincères. Le bouche à oreille, dans un village aussi resserré que Landivonne, fit le reste. En quelques semaines, Agathe eut ses premiers vrais clients, venus même des bourgs voisins, séduits par cette boue de Landivonne, dont on commençait à parler à voix basse dans les cafés de la région. Une vieille dame du village, connue pour ses douleurs aux mains depuis des années, revint un matin voir Agathe pour lui dire, avec des larmes dans les yeux, que le baume l'avait soulagée comme rien d'autre auparavant. Ce témoignage simple, sincère, fit plus pour la réputation d'Agathe que n'importe quelle publicité n'aurait pu le faire. Elle se souvenait encore du jour où elle compta, pour la première fois, plus de 100 € de vente en une seule semaine. Elle avait ri, seule dans la hutte, un rire un peu fou, mêlé de larmes, en pensant à tout ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle était peut-être en train de reconstruire. Elle avait serré Chouin contre elle, envoyé un message de remerciement à Fabien, senti pour la première fois depuis des mois que la vie recommençait à avoir un sens. Le lendemain, elle avait invité Fabien et les 2 voisins qui l'avaient aidé à partager un repas simple dans la hutte à peine réparée, un moment chaleureux où, pour la première fois depuis son arrivée, elle s'était sentie appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même, une petite communauté qui commençait, timidement, à l'adopter. C'est dans cet élan de fierté toute neuve que le premier coup dur tomba, brutal, sans prévenir. Une cliente, une femme d'âge mûr du village voisin, se présenta un matin devant la hutte, le visage marqué de plaques rouges et enflé sur les avant-bras.
là où elle avait appliqué le baume d'Agathe 2 jours plus tôt. Elle n'était pas en colère, seulement inquiète, mais ces mots suffirent à glacer Agathe sur place. La femme voulait comprendre. Agathe aussi désormais tremblait de le comprendre. Agathe passa la nuit suivante sans dormir. Elle repensait à chaque geste, à chaque préparation, cherchant ce qu'elle avait pu mal faire. Dès le lendemain matin, elle se rendit avec Fabien au laboratoire départemental le plus proche, un échantillon de sa boue dans un bocal serré contre elle, comme une bombe qu'elle craignait de faire exploser. On lui promit des résultats sous quelques jours. Ces jours furent resta parmi les plus longs de sa vie. Elle continuait machinalement les travaux de réparation de la hutte, mais son esprit restait suspendu à cette attente insupportable. Chouan, sensible à sa tension, ne la quittait pas d'une semelle, posant parfois sa tête sur ses genoux sans qu'elle ait besoin de rien demander. Le verdict tomba un matin de pluie fine, par un appel du laboratoire. La voix, à l'autre bout du fil, était neutre, professionnelle, presque indifférente au drame qu'elle annonçait. Le sol de la parcelle présentait des traces de contamination chimique, provenant apparemment d'anciens fûts industriels enfouis à faible profondeur, datant sans doute d'une activité illégale de stockage remontant à plusieurs décennies. La boue de tourbe, en surface, avait absorbé certains résidus toxiques. L'usage cosmétique du produit devait cesser immédiatement, sous peine de sanction. Agathe raccrocha, la main tremblante, et resta longtemps immobile sur le seuil de la hutte, incapable de bouger, incapable même de pleurer tant le choc était total. Fabien, qui l'avait accompagnée, posa une main sur son épaule sans un mot, sentant qu'aucune parole n'aurait pu, en cet instant, alléger le poids de la nouvelle. La rumeur, dans un village aussi petit que Landivonne, se répandit plus vite encore que la vérité elle-même. On parla de terrain empoisonné, de risques pour la santé, certains allant jusqu'à évoquer, sans fondement réel, un danger pour l'eau du canal. La méfiance initiale des habitants, à peine apaisée par les mois de travail acharné d'Agathe, revint d'un coup, plus dur encore qu'au premier jour. 2 clientes, croisées sur la place du village quelques jours plus tard, changèrent de trottoir en la voyant approcher, sans un mot, sans un regard, mais avec une froideur qui blessa Agathe plus profondément que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Elle comprit alors que la confiance, si longue à construire, pouvait se briser en une poignée d'heures, et que le chemin pour la reconquérir serait sans doute plus long encore que celui qu'elle avait déjà parcouru. Elle se retrouva seule dans la hutte, entourée de pots de baume qu'elle ne pouvait plus vendre, d'une réputation salie qu'elle ne savait comment réparer, et d'une dette de matériel qu'elle avait contractée en pensant rembourser grâce aux ventes futures. Un soir, épuisée, assise sur le pas de sa porte avec Chouan blotti contre elle, elle envisagea sérieusement d'abandonner. Elle avait entendu parler, par une lettre reçue quelques jours plus tôt, d'une société nommée Aquaterra Développement, spécialisée dans la valorisation de terrains dégradés, qui proposait de racheter des parcelles comme la sienne, à un prix modeste mais immédiat. La lettre, écrite en termes courtois mais fermes, laissait entendre que la dépollution d'un tel terrain coûterait, de toute façon, bien plus cher qu'Agathe ne pourrait jamais se le permettre seule. Elle resta assise longtemps, cette lettre entre les mains, à peser le pour et le contre. Vendre, repartir avec un peu d'argent, recommencer ailleurs, loin de ce marécage qui lui avait donné autant d'espoir que de désillusion. La tentation était réelle, presque écrasante. Mais en regardant autour d'elle les murs qu'elle avait réparés de ses propres mains, le carnet du vieux tourbier posé sur l'étagère, Chouan qui la regardait avec une confiance tranquille, elle sentit monter en elle une résistance qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Elle pensa à son père, à la façon dont il n'avait jamais renoncé face aux difficultés de la ferme, jusqu'à ce que d'autres, plus forts que lui en apparence, ne le brisent par la ruse plutôt que par le travail. Elle ne voulait pas connaître le même sort. Elle alla trouver Fabien le lendemain matin, la lettre d'Aquaterra dans la poche, et lui annonça, d'une voix ferme qui la surprit elle-même, qu'elle refusait de vendre. Elle voulait assainir le terrain elle-même, avec ses propres mains, avec l'aide de ceux qui voudraient très bien la suivre. Fabien la regarda longuement, puis hocha la tête, un sourire discret aux lèvres, celui d'un homme qui reconnaissait en elle quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis longtemps dans ce village endormi. Les travaux de dépollution furent longs et rudes. Il fallut localiser précisément les fûts enfouis,
creuser avec prudence pour ne pas aggraver la contamination, transporter les déchets vers un centre de traitement à des kilomètres de là, avec les moyens limités du bord. Agathe travaillait du matin au soir, les mains gercées, le dos courbé par l'effort, épaulée par Fabien et par 2 voisins qui avaient fini par se laisser convaincre de venir aider, mue autant par curiosité que par une sympathie naissante pour cette jeune femme obstinée. Chouan restait toujours dans les parages, couché à l'ombre d'un saule, se levant parfois pour venir renifler la terre fraîchement retournée, comme s'il cherchait, lui aussi, quelque chose que les humains ne voyaient pas encore. Ce fut par un après-midi de fin d'été, alors que la fatigue commençait sérieusement à peser sur les épaules de tous, qu'une pelle heurta, avec un bruit métallique inattendu, un objet enfoui bien plus profondément que les fûts qu'il cherchait. Agathe s'arrêta net, le cœur battant, et s'agenouilla pour dégager la terre avec précaution, à main nue. Ce n'était pas un fût industriel, c'était quelque chose de plus petit, de plus ancien, recouvert d'une patine verdâtre que seul le temps pouvait donner au métal. Elle appela Fabien qui accourut aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. Il s'agenouilla à son tour, examina l'objet avec des mains devenues soudain très douces, très précautionneuses, et son visage, habituellement fermé, se figea dans une expression qu'Agathe ne lui connaissait pas encore. Un mélange de stupeur et d'une émotion presque religieuse. « C'était une fibule, dit-il enfin d'une voix altérée, une broche ancienne, comme il n'en avait vu que dans un vieux livre d'histoire locale que possédait le curé du village des décennies plus tôt. Le soleil déclinait déjà sur le marais, teintant l'eau des canaux d'une lumière orangée, quand ils décidèrent de continuer malgré la fatigue, portés par une excitation qu'aucun d'eux n'aurait su expliquer. Chouan, curieusement calme depuis le début de la découverte, s'était couché tout près du trou, comme pour monter une garde silencieuse sur ce que la terre venait enfin de rendre. Ils continuèrent à creuser, plus lentement, plus soigneusement, et d'autres objets apparurent au fil des heures suivantes. Des fragments de pièces métalliques usées par le temps, des morceaux de poterie, d'autres broches semblables à la première. Fabien, tenant l'une de ces pièces entre ses doigts tremblants, murmura un mot qu'Agathe n'osait presque pas croire. « Gaulois ». Il n'en était pas certain, il n'était pas archéologue, mais les motifs qu'il reconnaissait sur ces objets, il ne les avait vus que dans ce livre ancien, associé à des récits de trésors celtes, engloutis dans les tourbières de la région, offerts autrefois, disait-on, aux esprits des marais. Agathe resta longtemps assise dans la terre humide, les objets étalés devant elle, sentant confusément que sa vie venait, une fois de plus, de basculer vers quelque chose d'immense, quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas encore. Le carnet du vieux tourbier lui revint en mémoire, cette phrase gravée dans le papier avec tant de force. « Ce qui compte est sous la tourbe noire ». Elle comprenait enfin, ou croyait comprendre, ce que son mystérieux prédécesseur avait découvert, et pourquoi il avait choisi de se taire. Elle ne savait pas encore que cette découverte, aussi extraordinaire fût-elle, allait bientôt attirer bien plus que la curiosité tranquille d'un village isolé. Elle allait attirer, en premier lieu, quelqu'un qu'elle n'attendait plus. La nouvelle de la découverte, malgré la discrétion demandée par Fabien, se répandit dans le village en quelques jours à peine, puis au-delà, dans les bourgs voisins. On parlait, de bouche à oreille, d'un trésor trouvé dans le marais de Landivor, d'objets anciens, précieux, dignes d'un musée. Agathe, débordée par cet emballement soudain, essayait tant bien que mal de garder les pieds sur terre, consciente qu'elle ne savait ni comment protéger ce qu'elle avait trouvé, ni ce que cela signifiait vraiment pour l'avenir de sa parcelle. C'est dans ce climat d'effervescence que Thierry réapparut. Il se présenta un après-midi devant la hutte, au volant d'une voiture qui détonnait sur le petit chemin de terre, avec un sourire qu'Agathe reconnut aussitôt, ce sourire poli et un peu trop assuré qu'il avait toujours eu, enfant, quand il voulait obtenir quelque chose sans en avoir l'air. Il expliqua qu'il avait entendu parler de la découverte, qu'il s'inquiétait pour elle, qu'il voulait simplement prendre de ses nouvelles après tant de mois de silence. Agathe l'écouta avec une méfiance qu'elle ne chercha pas à cacher. Elle n'avait pas oublié le silence qu'il avait gardé le jour du testament, les yeux baissés, incapable de la défendre. Les jours suivants, Thierry s'attarda dans le village, logé dans la seule auberge des environs, posant des questions ici et là, s'intéressant de trop près, remarqua Fabien avec une inquiétude grandissante,
à l'étendue exacte de la découverte et à la valeur qu'elle pourrait représenter. Une tension sourde s'installa entre le frère et la sœur, faite de non-dits et de sous-entendus. Thierry laissait parfois échapper des remarques sur la légitimité de l'héritage, sur le fait que leur grand-mère aurait pu, tout autant, penser à lui, sur l'injustice, disait-il avec une ironie amère, de voir sa mère et lui totalement exclus de cette nouvelle fortune, alors qu'Agathe y avait déjà été si généreusement dotée par le sort. Agathe sentait la colère monter en elle à ces mots, mais elle se retenait, épuisée par les mois précédents, ne voulant pas ajouter un conflit de plus à tout ce qu'elle devait déjà affronter. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu de chez Fabien, elle crut apercevoir, à travers la fenêtre éclairée de la hutte, Thierry penché sur le carnet du vieux tourbier qu'elle avait laissé sur la table, en train d'en photographier certaines pages avec son téléphone. Quand elle entra, il referma le carnet d'un geste trop rapide pour être innocent, prétendant simplement avoir voulu, par curiosité fraternelle, mieux comprendre l'histoire qu'elle avait découverte. Agathe ne dit rien, mais rangea désormais le carnet dans un tiroir fermé à clé et redoubla de vigilance sans que Thierry ne s'en aperçoive vraiment. Elle ignorait pourtant jusqu'où irait son demi-frère pour satisfaire ce qu'il considérait, au fond de lui, comme une injustice à réparer. Ce fut une nuit sans lune, plusieurs jours plus tard, que Chouan la réveilla en aboyant avec une insistance qu'elle ne lui connaissait pas. Agathe se leva, inquiète, et sortit sur le seuil de la hutte. Au loin, du côté de la fosse, où avaient été découverts les objets anciens, elle distingua le faible halo d'une lampe torche qui se déplaçait dans l'obscurité. Elle comprit immédiatement. Thierry. Elle se précipita, Chouan bondissant devant elle dans la nuit humide, les pieds s'enfonçant par endroits dans le sol détrempé du marais. Elle appela le nom de son demi-frère d'une voix qui portait loin dans le silence nocturne, mais aucun mouvement ne lui répondit, seulement le bruit d'une pelle raclant la terre, puis soudain un cri étouffé, suivi d'un silence bien plus terrible encore. Elle sentait son propre souffle rauque dans le silence de la nuit, le froid de l'air humide qui lui brûlait la gorge, et une peur sourde qui grandissait à mesure que le silence, après ce cri étouffé, se prolongeait. Quand elle arriva près de la fosse, le cœur battant à tout rompre, elle vit Thierry, à quelques mètres d'elle, enfoncé jusqu'à la taille, dans une zone de tourbe mouvante qu'aucun d'eux n'avait remarquée jusque-là, dissimulée sous une fine croûte de terre sèche, en apparence solide. Il se débattait, paniqué, et chaque mouvement semblait l'enfoncer un peu plus profondément dans la vase noire et froide. Sa lampe torche gisait, allumée, à quelques mètres, projetant une lumière blafarde sur son visage déformé par la terreur. Agathe se précipita vers lui, mais Fabien, alerté par ses cris, la retint fermement par le bras alors qu'elle allait s'avancer elle-même sur cette même croûte de terre traîtresse. « Tu vas t'y engloutir, toi aussi !» cria-t-il, la voix rauque de peur autant que d'effort. Ils cherchèrent frénétiquement autour d'eux une branche, une corde, n'importe quoi qui pourrait atteindre Thierry sans qu'ils aient à s'approcher davantage de la zone dangereuse. Mais la tourbe continuait d'aspirer le jeune homme, lentement, inexorablement, et ses cris, d'abord furieux, se muaient peu à peu en une plainte de plus en plus désespérée à mesure que la vase montait jusqu'à sa poitrine. Fabien, dans sa panique, avait déjà téléphoné à l'adjudant Le Goff, le gendarme du secteur qui connaissait la tourbière mieux que quiconque pour y avoir mené, des années plus tôt, plusieurs opérations de recherche après des accidents similaires. Mais Le Goff, malgré la rapidité avec laquelle il se mit en route, savait qu'il lui faudrait de longues minutes pour arriver, des minutes que Thierry, englouti un peu plus à chaque instant, n'avait sans doute pas devant lui. C'est alors que Chouan, sans une hésitation, sans un aboiement, s'élança dans l'obscurité et plongea directement dans la tourbe mouvante, nageant avec une force que sa maîtresse ne lui avait jamais vue déployer. Agathe hurla son nom, terrifiée à l'idée de le perdre lui aussi dans cette masse noire et froide. Mais le chien continuait, poussant contre le courant visqueux de la boue, jusqu'à atteindre Thierry et saisir fermement entre ses mâchoires la manche de sa veste. Il tira de toutes ses forces, ses pattes cherchant un appui instable dans la vase, tandis qu'Agathe et Fabien, enfin munis d'une branche solide trouvée à la hâte, parvenaient à l'étendre jusqu'à portée de Thierry. Le jeune homme, à demi conscient de terreur, réussit à s'y agripper, et entre l'effort combiné du chien qui tirait sa manche et celui d'Agathe et Fabien qui allaient dans la branche,
Ils parvinrent, dans un effort qui parut durer une éternité, à extraire Thierry de la gueule mouvante du marais. Il s'effondra sur la terre ferme, couvert de vase des pieds à la tête, tremblant, incapable de prononcer un mot, tandis que Chouan, épuisé mais indemne, venait se coucher contre lui en gémissant doucement, comme pour s'assurer qu'il respirait encore. Agathe, à genoux dans la boue elle-même, prit son demi-frère dans ses bras, oubliant en cet instant toutes les blessures anciennes, ne pensant plus qu'à la vie qu'ils venaient tous ensemble d'arracher à la nuit. L'adjudant Le Goff arriva quelques minutes plus tard, essoufflé, et resta un instant silencieux devant la scène, avant de se pencher pour examiner la zone de tourbe mouvante à la lumière de sa torche, hochant la tête avec gravité et en comprenant l'ampleur du danger qu'ils venaient tous d'affronter. Il aida Agathe et Fabien à ramener Thierry jusqu'à la hutte, promettant de faire baliser cette portion du marais dès le lendemain matin, pour qu'un tel accident ne puisse plus jamais se reproduire. Ce sauvetage bouleversa quelque chose entre eux. Thierry, dans les jours qui suivirent, resta étrangement silencieux, comme habité par une honte profonde et par une gratitude qu'il ne savait comment exprimer. Ce ne fut que plusieurs jours plus tard, un soir, qu'il trouva enfin les mots, assis face à Agathe devant la hutte, le regard fixé sur ses mains. Il lui avoua tout, la convoitise qui l'avait poussé à fouiller seul dans la nuit, la honte de n'avoir jamais osé s'opposer à sa mère le jour du testament, et la peur, plus profonde encore, d'avoir toujours su, au fond de lui, que cette injustice ne serait jamais réparée par des mots. Agathe l'écouta sans l'interrompre, puis lui dit simplement qu'elle ne pouvait pas encore tout oublier, mais qu'elle voulait bien, désormais, essayer d'avancer autrement avec lui. Une réconciliation timide, fragile, incertaine, commença à se dessiner entre le frère et la sœur, tandis que le village, témoin indirect de cette nuit dramatique, changeait peu à peu son regard sur Agathe, la considérant désormais moins comme une étrangère que comme l'une des leurs. Ce fut dans ce climat encore fragile qu'arriva, quelques semaines plus tard, le docteur Anne Kerdal, archéologue mandaté par les services régionaux, après que la nouvelle de la découverte eut fini par atteindre les autorités compétentes. Passionnée, rigoureuse, elle traita d'emblée Agathe et le site avec un respect qui surprit agréablement la jeune femme, habituée à tant de méfiance. Elle expliqua avec des mots simples et sans jamais se montrer condescendante que de tels dépôts votifs, offerts par les peuples celtes aux esprits des eaux et des marais, avaient déjà été retrouvés ailleurs en Europe, mais que la qualité de conservation exceptionnelle de celui-ci, due précisément aux propriétés de la tourbe qui l'avait enveloppé pendant des siècles, en faisait une découverte d'une importance rare. Les fouilles officielles, menées sous sa direction pendant plusieurs semaines, avec une équipe venue spécialement de la région, confirmèrent en quelques jours ce que Fabien avait pressenti. Il s'agissait bel et bien d'un trésor gaulois, un dépôt votif offert, des siècles plus tôt, aux divinités du Marais, d'une valeur historique considérable. Chaque soir, après le départ de l'équipe, Anne Kerdal prenait le temps de s'asseoir avec Agathe et Fabien devant la hutte, et de leur raconter, avec un enthousiasme communicatif, ce que ces objets pouvaient révéler des croyances et des gestes d'un peuple disparu depuis plus de 2000 ans. Agathe, fascinée, sentait grandir en elle un respect nouveau pour cette terre qu'elle avait crue, quelques mois plus tôt, condamnée à ne rien lui offrir. La nouvelle, cette fois relayée par la presse régionale puis nationale, transforma Landivone en quelques jours à peine. Des journalistes, des curieux, des équipes de télévision envahirent le petit village jusque-là si paisible, installant leurs caméras près de la hutte, interrogeant Agathe, Fabien et même les habitants les plus réticents à parler. Des voitures inconnues se garèrent désormais chaque matin le long du canal. Des inconnus frappaient à la porte de la hutte à des heures indues, espérant apercevoir ne serait-ce qu'un fragment du fameux trésor. Le petit café de la place, qui avait accueilli Agathe avec tant de froideur à son arrivée, se retrouva soudain plein à craquer. Les habitants eux-mêmes surpris de voir leur village, oublié depuis des générations, devenir en quelques jours le sujet de toutes les conversations du pays. Agathe, dépassée par cette agitation soudaine, se sentait tiraillée entre la fierté de voir son travail et sa découverte enfin reconnue, et l'angoisse de perdre le contrôle de tout ce qu'elle avait bâti. Elle refusait la plupart des demandes d'interview, préférant laisser Anne Kerdal s'exprimer sur les aspects scientifiques de la trouvaille. Mais certains journaux, faute de mieux,
se contentait d'inventer des détails romancés sur la jeune héritière du trésor des marais. Des articles qu'elle lisait avec un mélange de gêne et d'amusement amer, y reconnaissant à peine sa propre histoire. Ce fut au cœur de cette tempête médiatique qu'un courrier officiel, sec et impersonnel, vint briser net cet élan. La société Aquaterra Développement, ainsi que les services de l'État, revendiquaient conjointement des droits sur le terrain et sur la découverte archéologique elle-même, invoquant des textes de loi complexes sur le patrimoine national et sur les responsabilités environnementales liées à l'ancienne pollution du site. Une convocation officielle attendait Agathe, quelques semaines plus tard, dans les bureaux de la préfecture. L'avenir de la tourbière, de son travail, de la mémoire même de son père et de ce vieux tourbier inconnu tenait désormais suspendu à cette convocation qu'elle redoutait plus que tout ce qu'elle avait affronté jusqu'alors. Agathe se rendit à la préfecture par un matin froid, accompagnée de Fabien qui avait insisté pour l'escorter, et de Thierry qui, à la surprise générale, avait tenu à venir lui aussi, comme pour racheter, à sa manière, le silence coupable de tant d'années plus tôt. Même l'adjudant Le Goff, le gendarme du secteur qui avait suivi l'affaire depuis l'épisode de la tourbe mouvante, s'était proposé pour l'accompagner, non par obligation, mais par une sympathie sincère née de tout ce qu'il avait vu se dérouler dans son secteur ces derniers mois. Derrière eux, sans qu'Agathe l'ait vraiment demandé, une partie du village avait fait le déplacement, venu en simple curieux au départ, puis rassemblé par un sentiment plus profond, celui de soutenir l'une des leurs. La salle de réunion de la préfecture était froide, impersonnelle, à l'image des représentants d'Aquaterra Développement. Deux hommes en costume sombre qui exposeront leur position avec une précision toute commerciale, sans animosité apparente mais sans la moindre concession non plus. L'un d'eux, le plus âgé, parlait d'une voix posée, presque cordiale, mais chacun de ses mots semblait calculé pour ne laisser aucune prise à la contestation. Il rappela que leur société avait initialement proposé de racheter le terrain à un prix raisonnable, précisément parce qu'elle avait anticipé les coûts de dépollution qu'Agathe avait fini par assumer seule, et qu'à ce titre, ils estimaient conserver un droit moral et juridique sur l'usage futur de la parcelle. Le terrain, selon eux, restait juridiquement lié aux obligations de dépollution qu'ils avaient initialement proposé de prendre en charge, et la découverte archéologique, de par sa valeur nationale, devait selon la loi revenir sous la responsabilité de l'État, ce qui impliquait en pratique le gel total de l'activité d'Agathe sur le site, le temps que les administrations compétentes tranchent, dans un délai qu'ils se gardèrent bien de préciser, mais qu'Agathe devina, à leur ton, susceptible de s'étendre sur plusieurs années. Agathe sentit son cœur se serrer en écoutant ces mots secs, mais elle avait préparé, avec l'aide inattendue du docteur Kerdal et de maître Fay, revenus spécialement pour l'occasion, une proposition qu'elle exposa d'une voix ferme, sans trembler. Elle offrit de céder officiellement le trésor gaulois à un musée régional, garantissant ainsi sa préservation et son accès au public, comme la loi l'exigeait, à condition en contrepartie d'obtenir la pleine propriété définitive et incontestable de sa parcelle, incluant la hutte restaurée et l'atelier qu'elle y avait bâti de ses mains. Un silence pesant suivit sa proposition. Les représentants d'Aquaterra échangèrent un regard, visiblement pris de court par une offre aussi claire et aussi raisonnable. Le docteur Kerdal, de son côté, appuya la demande d'Agathe avec l'autorité de son expertise, soulignant l'importance de préserver, aux côtés du trésor lui-même, le témoignage vivant de sa découverte. Le travail d'une femme qui avait su redonner vie à une terre abandonnée, avant même de comprendre ce qu'elle recelait. Après une suspension de séance qui parut interminable, la préfecture, sous la pression conjuguée de l'intérêt médiatique et de la solidité juridique de la proposition, accepta les termes avancés par Agathe. La tourbière de Landivonne fut officiellement reconnue, protégée par un statut particulier qui garantissait à la fois sa préservation patrimoniale et la pleine propriété d'Agathe sur sa parcelle et son activité. En sortant de la préfecture, elle fut accueillie par les habitants venus l'attendre sur le parvis, qui l'applaudirent avec une chaleur simple et sincère, celle d'une communauté qui avait fini par reconnaître en elle l'une des siennes. Fabien, les larmes aux yeux, la serra contre lui sans un mot, tandis que Chouan, sentant la joie ambiante, tournait autour d'eux en aboyant gaiement. La nouvelle se répandit dans le village avec une joie qu'Agathe n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt, quand elle était descendue de ce car, seule avec son chien et 30 € en poche.
Les mois qui suivirent virent naître, autour de la hutte restaurée, un véritable atelier, où la boue de l'endivan retrouva peu à peu sa place sur les étals, cette fois certifiée, contrôlée, entourée d'un sérieux qui rassura définitivement les clients les plus prudents. Des commandes commencèrent à arriver de bien au-delà de la région, portées par les articles élogieux parus après l'annonce officielle du statut protégé de la tourbière. Et Agathe dut bientôt embaucher, à temps partiel, 2 jeunes du village pour l'aider à répondre à la demande, perpétuant ainsi, à sa manière, la transmission d'un savoir qu'elle avait elle-même reçu de son père et de Fabien. Fabien y passait désormais ses journées, heureux de transmettre à Agathe tout ce qu'il savait de cette terre qu'il avait crue, pendant si longtemps, condamnée à l'oubli. Thierry, de son côté, avait entamé une vie nouvelle, plus modeste, revenant régulièrement à Landivonne, non plus en héritier jaloux, mais en frère retrouvé, cherchant patiemment à mériter le pardon qu'Agathe, sans l'oublier tout à fait, avait fini par lui accorder. Un soir d'automne, presque un an après son arrivée dans ce village qu'elle ne connaissait pas, Agathe se tenait devant la hutte, désormais coiffée d'un toit de chaume neuf, ses murs solides, sa porte fermement accrochée à ses gonds. La lumière dorée du soleil couchant se posait sur les roseaux, sur les canaux tranquilles, sur ce paysage qu'elle avait d'abord trouvé si hostile, et qu'elle regardait à présent avec une tendresse profonde, presque filiale. Chouan, vieilli mais toujours fidèle, vint s'asseoir contre sa jambe comme il l'avait fait ce premier jour, devant la ruine désespérante qu'elle avait cru ne jamais pouvoir sauver. À l'intérieur de la hutte, sur les étagères qu'elle avait elle-même façonnées dans du bois de récupération, s'alignaient désormais des dizaines de petits pots soigneusement étiquetés, portant le nom simple et fier de boue de l'Andivonne, chacun accompagné d'un mot expliquant, en quelques phrases, l'histoire de cette terre et de la femme qui l'avait fait renaître. Le carnet du vieux tourbier, lui, avait trouvé une place d'honneur dans une vitrine que le musée régional avait accepté de confier temporairement à Agathe, en hommage à cet homme silencieux qui avait gardé toute sa vie le secret de la tourbe noire, et dont elle se sentait désormais l'héritière la plus fidèle. Elle posa la main sur la tête du chien et regarda, une dernière fois ce soir-là, l'étendue silencieuse de la tourbière, cette terre qui lui avait tout donné après lui avoir d'abord semblé ne rien offrir du tout. Elle pensa à son père, à ce qu'il aurait dit en la voyant ainsi, debout, enracinée, chez elle, véritablement chez elle pour la première fois de sa vie d'adulte. Elle pensa aussi à ce village qu'il avait accueilli avec tant de méfiance, et qu'il appelait désormais, avec une affection non dissimulée, la fille de la tourbière. Le marais, dans la lumière du soir, n'avait plus rien d'effrayant. Il ressemblait désormais à un ami ancien, gardien discret d'un secret qu'Agathe avait su honorer sans jamais le trahir, et elle sut, en cet instant précis, qu'elle ne le quitterait plus jamais.